Bonjour à tous. Donc c'est la dernière session de la journée, je crois, hein, on parle avec les autres sessions. Donc merci d'avoir le courage de venir. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses déjà dans la journée. Et on va parler un peu d'IBPF. Donc je vais parler un petit peu de qu'est-ce que c'est IBPF. Alors c'est bien, si je prends la télécommande et que je l'utilise pas, c'est pas génial. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé IBPF, qui connaissent IBPF ici? Oui. Super, on est des experts IBPF. En fait, je pense que vous avez tous utilisé IBPF, mais vous ne le savez pas forcément. Donc, de quoi on va parler sur les 40 minutes qui viennent? J'ai beaucoup de contenu. Déjà, qu'est-ce que c'est IBPF? Peut-être sur d'autres talks aujourd'hui, vous en avez entendu parler. Je sais qu'il y a au moins 3 autres conférences où ils ont parlé d'IBPF, où ça a été fait mention, soit dans le cadre de réseau, soit dans le cadre d'observabilité, soit dans le cadre de sécurité. Donc, on va faire le point un petit peu qu'est-ce que c'est IBPF. Et puis ensuite, voir un petit peu les principes d'IBPF, comment ça marche. Alors on va pas rentrer dans les détails, hein, c'est quand même de la techno noyau, je suis pas développeur noyau moi-même, mais essayez de comprendre un peu qu'est-ce que ça apporte. Et puis ensuite, concrètement, comment est-ce qu'IBPF peut être utilisé, qu'est-ce que ça apporte au niveau observabilité, qu'est-ce que ça apporte au niveau réseau, et qu'est-ce que ça apporte au niveau sécurité. C'est les 3 domaines dans lesquels IBPF est le plus utilisé à l'heure actuelle. Il y a d'autres domaines, j'en parlerai un tout petit peu, mais pour l'instant, quels sont les apports d'IBPF dans ces domaines-là. Et puis un petit peu une conclusion sur le futur. Donc déjà, IBPF, qu'est-ce que c'est? À part une jolie petite abeille. Si vous regardez sur ibpf.io, vous verrez que ça ne veut plus rien dire. Le terme IBPF ne correspond plus à grand-chose. Et IBPF, qu'est-ce que c'est? C'est une techno du noyau Linux, pour l'instant, parce que Microsoft est en train de la porter sur Windows. Et on peut dire que c'est un peu au noyau Linux que JavaScript est au navigateur web, c'est-à-dire que ça permet de rendre le noyau dynamique. Ça permet d'étendre les fonctionnalités du noyau Linux de manière dynamique. Et donc typiquement, ce qu'on va avoir, c'est que là où normalement un process va appeler le noyau pour faire des appels quelconques, là, ici on a un appel noyau type syscall avec un exec VE, normalement cet appel donnerait lieu à un scheduling d'un nouveau process dans le noyau. Et avec IBPF, on va pouvoir capturer cet appel et faire quelque chose avec. Par exemple, ici, on a un petit programme qui est écrit en C et qui va permettre de capturer l'appel et d'en récupérer de l'observabilité. Donc on va stocker des informations dans ce qu'on appelle une structure, une map IBPF, et ensuite on va renvoyer 0 ici, et donc continuer le scheduling, mais on a capturé l'observabilité directement au niveau du noyau. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le noyau, il est purement événementiel. En fait, le noyau Linux, il ne fait pas grand-chose par lui-même. Il ne fait que répondre à des événements qui viennent du user space principalement. Donc, pour récolter des informations déjà, et pour répondre à des informations du user space, ça fait beaucoup de sens de se plugger à ce niveau-là, de la même manière que ça fait sens de se plugger sur des événements du navigateur quand on veut créer des applications réactives dans un navigateur web. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change notamment les cycles de développement. Parce que avant, quand on voulait faire des fonctionnalités dans le noyau Linux, ça prenait des années. Mais vraiment concrètement des années. C'est-à-dire que même si j'écris mon patch rapidement, admettons pour une version du noyau Linux, le temps que je la poste sur la mailing list, qu'elle soit revue, qu'elle soit acceptée, qu'elle soit mergée, et que ça se retrouve dans ma distribution que je vais pouvoir utiliser en prod, il peut se passer typiquement 5 ans. Et ça, c'est pas acceptable dans pas mal de cas. J'ai besoin d'une feature, je ne la veux pas dans 5 ans. Alors IBPF, il est né de ça, il est né du fait qu'il y avait beaucoup de fournisseurs de services et de fonctionnalités qui voulaient faire évoluer le noyau Linux, notamment pour du réseau virtuel. Chacun avait ses idées, et au bout d'un moment, ces idées, elles rentraient un peu en conflit dans les mailing lists du noyau Linux, et ils se sont dit, ce qu'il nous faut, c'est une interface qui va permettre à chacun d'implémenter ce qu'il veut, sans se marcher sur les pieds, et sans avoir des cycles de développement de 5 ans, parce qu'on veut aller plus vite que ça. Avec IBPF, on va pouvoir écrire des petits programmes qu'on va pouvoir injecter dans le noyau, en l'espace de, idéalement, ça peut être quelques heures, ça peut être quelques jours, le temps de le valider, et ce, sans ni recompiler le noyau, ni même redémarrer la machine. C'est complètement au runtime dans votre OS. Alors, la techno IBPF, elle est donc dans le noyau Linux, ça fait un moment qu'elle y est, hein, ça fait une dizaine d'années que c'est dans le noyau Linux. Il y a une fondation IBPF qui gère cette technologie, dont les membres fondateurs sont Facebook, Google, Isovalent, Microsoft et Netflix. Aujourd'hui, il y a plus de membres qui ont rejoint cette fondation et qui chapeautent l'évolution de cette technologie au sein du noyau Linux, sachant qu'elle continue à évoluer. Donc, vous verrez, dans les programmes qui utilisent IBPF, des fois, il y a des requirements sur la version du noyau, tout simplement parce que ça continue à évoluer. Alors, j'en profite pour me présenter, parce que je ne l'ai pas vraiment fait.
Donc je m'appelle Raphaël Pinson et je suis Solutions Architect chez Isovalent, donc l'un des fondateurs de la techno eBPF. Et on a des développeurs noyaux qui travaillent sur cette techno-là et qui maintiennent la techno eBPF chez Isovalent. Alors est-ce que vous avez déjà utilisé eBPF? Probablement que oui en fait. eBPF est déjà utilisé à pas mal d'endroits. C'est utilisé dans du load balancing. Quand vous utilisez Facebook, par exemple, vous utilisez eBPF parce que les load balancers de Facebook sont faits avec eBPF pour avoir des performances plus importantes. C'est utilisé pour faire de la protection DDoS sur des grosses plateformes cloud. Il me semble que Cloudflare l'utilise, mais aussi Facebook, aussi Google, etc. J'expliquerai un petit peu comment après. C'est utilisé pour faire du live patching de noyaux sur certaines plateformes. Et puis, c'est même utilisé sous Android. Donc si vous avez Android et que vous allez dans votre consommation de données sur votre téléphone Android et que vous voyez combien de données chaque application a utilisé, en fait c'est eBPF qui est utilisé pour savoir, parce que de base, c'est pas facile de savoir quelle application a dépensé combien de données, a utilisé combien de données sur le réseau. Avec eBPF, on peut le savoir. Donc vous l'utilisez déjà. Alors comment ça marche concrètement? Concrètement, on a un process qui va vouloir injecter un petit programme BPF sous forme de bytecode, donc qui a été compilé à partir de code C. Ce bytecode, on va l'injecter dans le noyau à l'aide d'un appel système qui s'appelle BPF, qui est standard dans le noyau Linux. Tiens, on ne voit pas, en fait c'est jaune ça. Hein. Il y a un truc jaune ici, on ne le voit pas, c'est dommage. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi je ne le vois pas. Donc ici on a le noyau Linux ici. Voilà, et la première chose qui va se passer, c'est que le noyau va vérifier le programme qui lui a été injecté. Et ça, c'est très important. Il va vérifier pour des questions de sécurité, pour des raisons de complexité, et pour des raisons de, comment on pourrait dire, safety, comment on dit en français, s'assurer que le programme ne va pas crasher le système, parce qu'on est quand même dans le noyau ici. Donc on pourrait crasher complètement le système. Une fois que ce programme a été vérifié et qu'il a été approuvé par le noyau Linux, par le sous-système BPF, il va pouvoir éventuellement être compilé sous forme de langage machine et donc avoir les mêmes performances que le noyau Linux lui-même à l'aide d'un compilateur à la volée, d'un JIT, Just-in-Time Compiler, qui va donc fournir du code qui sera plus du bytecode mais du code adapté à votre processeur spécifiquement. Donc là maintenant on a un petit programme qui est aussi performant que votre noyau Linux et ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir l'attacher à un événement du noyau. Cet événement, c'est hook, ça peut être différents événements du noyau. Ici, on a du send message, du receive message. Donc encore, j'ai la limite de mon noyau, ça va être moche. Sur toutes mes slides, on ne voit pas le jaune. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ces syscalls vont être utilisés au niveau du noyau, mon programme BPF va être appelé systématiquement. Donc simplement, j'ai écrit un callback, je l'ai attaché à des événements du noyau, et ce callback va être appelé à chaque fois que ces événements ont lieu dans le noyau. C'est aussi simple que ça. Une bonne partie du temps, je reviendrai là-dessus. Alors, il y a des moyens d'avoir de l'aide un petit peu parce que, évidemment, une des choses au niveau sécurité qui est très intéressante, c'est que BPF n'a pas, alors vous remarquerez, je dis BPF ou eBPF. Aujourd'hui, quand on parle de BPF, on parle d'eBPF. C'est un peu la même chose. BPF n'a pas accès à toute la stack du noyau de manière complètement libre, pas comme on ferait avec un module noyau. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées pour des raisons de sécurité. Et donc, la stack BPF du noyau fournit des aides, des fonctions qui permettent typiquement d'avoir des nombres aléatoires, d'accéder à certaines parties de la mémoire, etc. Une bonne partie de la gestion mémoire, par exemple, va être gérée par le noyau avec des fonctions d'aide pour éviter justement d'avoir des problématiques de sécurité de type buffer overflow, etc. Donc on a énormément de sécurité qu'on n'a pas avec du développement noyau traditionnel. On peut s'attacher à énormément d'événements différents. Ici, j'ai deux types d'exemples. Je pourrais m'attacher à des événements qui sont liés au système de fichiers, alors soit à des write, des read directement que les process vont appeler, soit je pourrais m'attacher au niveau du virtual file system à l'intérieur de la stack noyau, soit même au niveau des drivers. Il y a des choses très intéressantes à faire. Il y avait entre autres une présentation à l'eBPF Summit, ça fait déjà 2 mois, d'un chercheur qui avait justement travaillé au niveau driver ici, pour améliorer les performances de lecture-écriture sur des SSD, parce qu'il disait les SSD sont devenus tellement rapides maintenant que traverser le noyau à chaque fois qu'on fait du SIC, ça coûte plus cher que les performances du SSD. Donc il voulait implémenter le retry directement au niveau du driver, et ça c'est possible avec eBPF, de manière transparente. On peut s'attacher sur des événements réseau, on peut s'attacher sur de l'exec, on peut s'attacher sur plein de choses. Au niveau réseau, typiquement, on va pouvoir s'attacher soit au niveau des appels système qui sont faits par l'applicatif, soit à l'intérieur de la stack du noyau
au niveau des sockets ou au niveau TCP/IP. Donc on va pouvoir carrément remplacer la stack TCP/IP pour qu'elle soit plus efficace ou pour implémenter des nouvelles fonctionnalités que le noyau Linux n'a pas et qu'il n'aura pas avant 2-3 ans minimum. Soit carrément au niveau du device et travailler directement avec la carte réseau. Et encore une fois, tout ça sans recompiler le noyau. Alors, c'est bien tout ça, sauf que les programmes BPF, ils sont faits pour se terminer très rapidement, pour des raisons de sécurité, d'efficacité, pour être sûr qu'on ne va pas crasher le système. Donc ils peuvent typiquement pas stocker d'informations. Et puis on va pas implémenter, par exemple, si on veut faire de l'observabilité, on ne va pas implémenter un serveur Prometheus en eBPF. C'est pas l'idée. Donc il faut qu'ils arrivent à faire sortir des données et faire rentrer des données. Et pour ça, on utilise des structures qu'on appelle des maps. Donc des maps eBPF, il y a plusieurs types de structures selon ce qu'on veut stocker et ce qu'on veut faire avec. Et donc typiquement, les programmes vont être attachés non seulement à des événements du noyau, type syscall, mais aussi à des maps eBPF. Alors on voit toujours la limite du noyau, elle est là. Hein. Donc typiquement, le process ici, je peux avoir un process en user space qui va lire ou écrire dans des maps BPF qui elles-mêmes seront accessibles en lecture-écriture par mes programmes BPF. Ça peut être utilisé pour deux choses, soit pour extrader des informations du noyau vers l'extérieur, typiquement pour faire de l'observabilité. Mon programme BPF que j'ai montré tout à l'heure, il observait les process qui étaient exécutés, il va stocker les informations, non pas dans des variables, parce que le programme il meurt, les variables sont perdues, mais il va les stocker dans des maps qui elles vont persister, qui sont gérées au niveau du noyau, et ensuite je vais avoir un process en user space qui va pouvoir lire ces maps et dépiler les infos d'observabilité. Ça peut être des métriques, ça peut être des événements, etc. Ça peut être utilisé dans l'autre sens pour configurer la manière dont les programmes BPF fonctionnent. Je peux avoir un programme BPF générique que je vais attacher à une map, et dans cette map, mon process en user space va fournir des informations pour configurer la manière dont le process fonctionne dans le noyau. Alors tout ça, il y a des aides qui existent, il y a des SDK qui existent. Typiquement, je vous ai amené des autocollants ici, s'il y en a qui veulent. J'ai un petit autocollant de la lib eBPF Go, qui est notamment développé par l'équipe de Cilium. Et ces SDK, ils permettent de faciliter le développement. Ça reste du développement noyau, hein, mais ça permet de faciliter beaucoup les choses. C'est-à-dire qu'on va avoir un programme en C qui est notre programme BPF de base, qui va être compilé sous forme de bytecode, et ensuite, grâce à la lib eBPF, on va pouvoir associer ce programme bytecode avec les maps qu'on veut lier au programme, les syscalls qu'on veut lier, et le SDK va faire le travail d'injecter le programme dans le noyau, de le lier aux événements, de mettre en place les maps, etc. Et au final, on se retrouve avec ce qu'on avait avant, c'est-à-dire notre programme eBPF qui récupère les événements, qui fait quelque chose avec, qui stocke des informations, etc. Ouais, ce qu'on a vu avant. Alors, quels sont les avantages? Un des avantages, je l'ai dit, c'est la sécurité. C'est la partie safety. Pourquoi? Parce que comparé à l'approche traditionnelle qui est d'écrire un module Linux, voire de faire rentrer du code dans le noyau Linux, qui prend énormément de temps, là on a une vérification. Cette vérification, elle porte sur le fait que le langage qui permet d'écrire les programmes BPF est très limité. Typiquement, par exemple, on ne peut pas faire de boucle infinie, parce que le programme doit s'exécuter dans un nombre d'instructions qui est connu et qui est limité. Donc on a le droit de faire une boucle à condition de savoir à l'avance combien de fois on va boucler. Si le programme est trop long, si on a évalué qu'il allait prendre plus d'un certain nombre d'instructions, dans ce cas-là, il sera rejeté par le noyau. Donc, il y a plein de choses au niveau sécurité, au niveau de la sécurité du système, éviter que le système crache, la gestion de la mémoire, on l'a vu, il y a des helpers qui sont faits exprès pour communiquer avec les différentes fonctions du noyau et éviter justement d'avoir des problématiques de gestion de mémoire, typiquement. Donc ça nous amène une grosse sécurité par rapport au développement classique sous forme de noyau. La performance aussi, puisque là, notre programme, une fois qu'il est approuvé, on peut le compiler sous forme de langage machine, et donc il est aussi performant que le reste du système, il est exécuté dans le noyau, on ne peut pas faire plus performant que ça au niveau de l'OS. Une chose qui est très intéressante par rapport au stack traditionnel dans le noyau, ça va être la possibilité de jouer sur des identités cloud native. Alors ça peut être n'importe quel autre type de métadonnées, je vais parler d'identité cloud native parce que c'est un peu notre scope ici. Typiquement, dans la stack traditionnelle réseau et sécurité Linux, quand on regarde l'observabilité qu'on peut avoir, si on fait un TCP dump par exemple, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des IP, on va voir des ports. Alors très bien, dans un monde traditionnel avec des VM, on connaît les IP des VM, etc. C'est cool. Je suis dans mon cluster Kubernetes, les IP, ça me dit absolument rien du tout. Ça ne me donne aucune information sur quelle application est en train de communiquer avec quelle application. Peut-être même que ces IP, elles sont plus associées le temps que je regarde mes logs.
avec l'eBPF, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'au lieu d'utiliser cette stack, qui est pas mauvaise en soi, la stack ipétable, seulement elle n'est pas faite pour du Kubernetes, au lieu de ça, on va avoir des programmes qui peuvent avoir connaissance des identités. Pourquoi? Parce qu'on va injecter ces identités, qui vont être par exemple des étiquettes, des labels Kubernetes, on va les injecter dans des maps BPF, et les programmes BPF, au moment où ils s'exécutent, ils auront conscience de quelle est l'application, quels sont les labels des pods qui sont en train d'exécuter du trafic réseau ou de faire des appels système quelconques pour exécuter une application, etc. Donc les métadonnées qui nous intéressent dans un scope Cloud Native, on les a directement au niveau du noyau avec eBPF. Donc ça nous donne l'observabilité et la sécurité qui est beaucoup plus intelligente, puisqu'on va pouvoir lier typiquement avec des identités Kubernetes, avec des notions d'identité d'exécution de processus, avec des notions d'identité d'API, etc. Éventuellement avec des notions d'identité du cloud aussi. Alors il y a pas mal de projets de plus en plus qui utilisent eBPF. C'était BCC, Falco, Cilium, BPF Trace, K-Tran, donc qui est le projet de load balancer de Facebook par exemple. La plupart sont basés sur des SDK et donc permettent d'injecter des programmes. Donc la plupart de ces programmes, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent en user space. Ils ont des exemples de programmes BPF qui vont injecter dans le noyau et les lier à des maps, et ensuite soit faire sortir des informations pour l'observabilité, soit injecter des informations, modifier le comportement du noyau selon ce qu'on veut obtenir, pour de la sécurité ou du réseau. Alors je vais parler en particulier de ce que je connais le mieux, ça donnera des exemples dans ces trois domaines-là. Donc Cilium qui est... donc ces trois projets que je vais citer font partie du CNCF. Cilium, donc, qui est un projet de réseau principalement Kubernetes, qui permet d'avoir des gros gains de performance, notamment parce qu'il n'y a pas besoin d'ipétable, on peut tout faire avec eBPF ou une grande partie, et qu'on peut typiquement bypasser TCP/IP dans pas mal de cas, qu'on peut avoir une architecture plus simple, et il y a pas mal de fonctionnalités, typiquement, dont je parlerai après, qui vont être au bénéfice de Cilium et qui ne sont pas implémentées dans le noyau Linux. Le deuxième, c'est Hubble. Alors Hubble n'utilise pas directement eBPF, mais il se base sur les informations d'observabilité de Cilium pour fournir des informations typiquement de service map ou d'observabilité réseau. Donc ça permet d'avoir de l'observabilité réseau très fine et de pouvoir faire de l'export vers différentes plateformes d'observabilité. On commence beaucoup à faire de l'OpenTelemetry aussi, donc typiquement des traces qu'on va pouvoir récupérer dynamiquement, puisqu'on peut observer tout le trafic réseau directement dans le noyau. On va pouvoir mettre des marqueurs, faire des traces et exporter ça vers des outils comme Jaeger ou Grafana Tempo. Et puis le dernier, c'est Tetragon, donc qui est de l'observabilité sécurité. Donc observabilité sécurité et application sécurité, enforcement, au niveau de l'OS, puisqu'on peut observer à peu près tous les événements du noyau et éventuellement même bloquer les process, killer les process si on n'aime pas ce qui est en train de se passer. Je vérifie l'heure, j'ai jusqu'à 10, encore 20 minutes. Alors commençons par l'observabilité. L'observabilité, c'est le plus évident d'une certaine manière, puisque je peux voir tout ce qui se passe au niveau du noyau. Je peux attacher des petits programmes BPF qui coûtent vraiment pas cher, c'est exécuté directement dans le noyau. Et comme tout le noyau est événementiel, à chaque fois que j'ai un événement, j'enregistre ce qui se passe, je passe la main, j'ai observé. On peut difficilement faire plus efficace au niveau observabilité. Donc on a du tracing et de l'observabilité avec un overhead très très bas. Typiquement, on peut faire de l'observabilité réseau, on peut observer des SRTT sur le réseau, des microbursts, etc. Plein de choses intéressantes au niveau réseau. On peut s'amuser à observer les flux HTTP, observer les versions de TLS qui sont utilisées. Et comme on a des métadonnées, on va pouvoir sortir quelque chose qui va dire j'ai observé tous les flux TLS sur tous mes nœuds de mon Kubernetes et je sais que telle version de TLS est utilisée sur tel pod pour communiquer avec tel nom de domaine. Donc je vais avoir très facilement une observabilité qui va me permettre d'avoir des rapports de sécurité très intéressants. On va pouvoir faire... Ah, je ne sais pas pourquoi celui-là il ne s'est pas affiché bien. On va pouvoir faire du troubleshooting à la volée. Je vais parler de BPF Trace juste après. Exemple de programmes qui font de l'observabilité, BCC, BPF Trace dont je parlerai un petit peu après, Pixie, Cilium dans la partie réseau et Cilium Tetragon pour la partie observabilité et sécurité système. Alors un exemple avec BPF Trace ici, donc on a un petit programme BPF Trace, BPF Trace il a un programme de scripting qui permet de dire je veux scripter tel événement et l'attacher à tel événement du noyau. Donc je veux m'attacher à un syscall de type execve et à chaque fois qu'il y a un syscall de type execve, je veux récupérer le nom du programme et les arguments du programme, par exemple. Ça tient sur une ligne, ça ressemble à du scripting SED, on va dire. On lance ça avec BPF Trace et lui, à la volée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer un programme BPF correspondant à votre script.
il va l'injecter dans le noyau, je vous la refais pas en entier, il va le lier au sysall auquel vous voulez lier, et il va vous donner l'output. Donc ça permet très facilement de jouer avec eBPF en ligne de commande. Dans le cas de Cilium, Cilium va, lui, récupérer pas mal d'informations liées au réseau, à l'observabilité process, notamment avec Tetragon, à l'observabilité des API, et tout ça, en fait, va pouvoir être lié aux données, aux identités de Kubernetes, donc enrichi directement dans le noyau avec eBPF, et ensuite être exporté sous forme de métriques, de logs, de traces, etc. On a en particulier une démo qui a été faite à KubeCon avec un partenariat avec Grafana, qui permet de commencer à aller très très loin au niveau de cette observabilité. Encore une fois, bas niveau et très riche en métadonnées. Je passe à la partie réseau. Je vais essayer de citer quelques exemples qu'on peut utiliser au niveau réseau, parce que j'ai pas 2 heures. Mais juste pour vous donner un petit peu une idée. Une chose très intéressante, c'est qu'on va pouvoir bypasser en fait la stack réseau traditionnelle du noyau quand elle ne nous intéresse pas. Alors typiquement, la stack traditionnelle du noyau, c'est quoi? C'est on attribue un buffer de socket et puis on va faire de l'IPTAB derrière. Typiquement, c'est ce qui se passe quand on implémente une CNI dans Kubernetes. Là, on va regarder un petit peu XDP, Express Data Path, et qu'est-ce que ça permet de faire. Un petit peu les améliorations qu'on peut avoir au niveau TCP, donc bypasser la stack TCP, implémenter des fonctionnalités TCP qui ne sont pas dans le Linux en standard. Et qu'est-ce que ça peut nous apporter? Tiens, faire du NAT 6.4.4.6, parce qu'on continue à parler d'IPv6, ça va finir par arriver. Et tant qu'on est dans un monde où il y a encore de l'IPv4 et de l'IPv6, on a besoin d'avoir des ponts, et ça, Linux ne sait pas le faire par défaut. Avoir des algorithmes de load balancing performants au niveau du noyau, typiquement l'algorithme maglev qui est fait par Google. Faire de l'implémentation de network policy. Je sais que dans cette pièce-là, il y a à peu près 3 heures, il y avait un talk sur les network policy. On peut implémenter toutes les network policy sur les layers 3 et 4 avec du BPF, et donc faire directement l'application network policy dans le noyau. Faire du cluster mesh, donc mesher des clusters entre eux, pour qu'ils communiquent en L3, L4. Faire de l'egress gateway, ça a été mentionné aussi dans le cadre de Calico. On peut le faire, au lieu de le faire avec de l'IPTable, on peut le faire en eBPF aussi. Faire du service mesh avec un seul proxy L7 par nœud et faire de la redirection dynamique. Je vais parler de quelques-uns de ces sujets rapidement. Donc XDP déjà. XDP, c'est quelque chose de très important. C'est un protocole du noyau qui est lié à eBPF et qui va permettre de dropper des paquets ou de faire quelque chose avec les paquets avant qu'ils atteignent les couches profondes du noyau. C'est-à-dire qu'en fait, on va capturer le paquet directement au niveau de la carte réseau. Donc dès que le noyau en a conscience. Par exemple, je prends l'exemple du Packet of Death, vous savez, cette attaque où quand on envoyait un ping spécifique sur des machines, on pouvait crasher la machine parce qu'il y avait un bug dans le noyau. Ça, on peut combattre ça avec XDP. On peut combattre du DDoS parce que typiquement, notre IPTable, quand il se prend un DDoS, il n'a pas assez de ressources pour dropper les paquets suffisamment vite. Si on les drop avant que ça arrive dans IPTable, on peut réagir beaucoup plus efficacement. Donc XDP, qu'est-ce qu'il permet? Il va permettre de dropper des paquets qui arrivent sur nos cartes réseau avant qu'elles atteignent la stack de routage du noyau. Donc là, on attache un programme XDP directement à la carte réseau. On va mettre une petite condition. Si cette condition est remplie, drop, ça n'arrivera jamais dans le noyau. C'est-à-dire ce sera jamais même, il n'y aura pas de buffer de socket qui sera alloué pour ces paquets. Donc on gagne énormément en performance. On peut faire du load balancing extrêmement efficace avec ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on peut implémenter un load balancer en dehors d'IPTable, en dehors des stacks internes du noyau, et directement rediriger les paquets vers des adresses IP externes, par exemple. On peut même aller plus loin dans certains cas. Il y a certaines cartes qui supportent d'être programmées en BPF avec XDP, et donc on peut carrément offloader la logique de load balancing, par exemple, à la carte réseau, et ça n'atteindra jamais le noyau si les conditions sont remplies. Un petit peu l'équivalent de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des GPU pour la partie graphique. Alors le problème, j'ai parlé plusieurs fois de IPTable versus eBPF, je crois que ça a été mentionné dans le cadre de Calico aussi. Quel est le problème d'IPTable versus eBPF? Qu'est-ce qu'on essaie de résoudre? Alors quand vous faites de l'IPTable pour implémenter kubeproxy dans Kubernetes, en fait qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des tonnes de règles IPTable, et ces règles, c'est en fait des filtres. Si j'ai du trafic qui va vers telle adresse, vers telle IP
virtuel, qui est l'IP de mon service Kubernetes, alors il faut le renvoyer vers tel pod, vers l'IP de tel pod. Si j'ai 3 pods derrière mon service, en fait, j'aurai une première règle qui va dire dans 33% du temps, il faut renvoyer vers tel pod, une deuxième règle qui va dire dans 50% du temps, il faut renvoyer vers tel pod, forcément, vu qu'on a déjà renvoyé vers le premier, et puis une troisième règle qui va dire dans 100% du temps, il faut renvoyer vers le troisième pod. Okay, mais donc ça marche sous forme de filtre comme ça. Et du coup, c'est pas très efficace parce que quand on a des milliers de services, on doit passer sur toutes les règles avant de trouver la bonne. Pire encore, à chaque fois que je veux rajouter une nouvelle règle, donc soit un nouveau service, soit simplement j'ai un nouveau pod sur un service, il faut réécrire la totalité des règles sur tous les nœuds. Donc assez rapidement, ça pose problème. Alors c'est efficace, évidemment, c'est quand même quelque chose au niveau du noyau Linux. Seulement, ça n'a pas été pensé pour réécrire toutes les minutes des milliers de règles sur tous les nœuds du cluster. Et donc, on est rapidement limité au niveau performance. Donc, toutes les règles doivent être remplacées en bloc. Avec l'eBPF, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des programmes de routage ou d'application de network policies, puisque c'est la même logique, qui vont être intelligents dans le sens où ils vont avoir conscience des métadonnées. Et comme ils ont conscience des métadonnées, ils vont faire des choix soit de routage, soit d'application de network policies, qui vont être basés directement sur ces métadonnées, sur des notions d'identité qui sont directement accessible au niveau du noyau. Donc, on peut dire que c'est du routage purement cloud native pour le coup. Au niveau du noyau Linux, il y a des programmes qui tournent dedans et qui vont avoir conscience des identités des communications réseau entre les pods. Donc, on va pouvoir faire des correspondances par table de hash plutôt que de passer sur toutes les règles, donc c'est beaucoup plus efficace. Et on a les données natives, les métadonnées natives, donc on va pouvoir faire du routage cloud native. Donc c'est mieux. Après, ça veut dire qu'il faut tout réimplémenter. Donc il faut avoir des programmes BPF spécifiques pour faire du routage, pour faire du network policies, etc. Là où avant, on faisait simplement des règles IP tables pour le faire. Donc il y a beaucoup de développement qui a eu lieu ces dernières années pour amener toutes ces fonctionnalités-là de manière cloud native dans le noyau avec BPF. Quelques exemples de fonctionnalités un peu spécifiques qui ne sont pas supportées par le noyau Linux. Et si on voulait avoir cette performance directement au niveau du système, il faudrait faire un patch dans Linux et ça prendrait 5 ans. Et là, on peut le faire avec BPF. Un petit exemple, c'est gestion de congestion TCP avec l'algorithme BBR, qui est un algorithme de Google, si je ne me trompe pas, et qui a été rajouté dans Cilium 1.12. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça va permettre de manière dynamique d'ajuster la bande passante de notre flux TCP pour avoir quelque chose de fluide et avoir du coup beaucoup plus de bandes passantes entre deux applications, où typiquement l'exemple qui a été donné, qui a été montré à KubeCon, c'est j'ai un pod qui fait tourner un serveur de streaming vidéo avec l'algorithme de congestion TCP classique qui se base sur des essais-erreurs. Il va essayer de monter à la vitesse de transmission la plus rapide possible. Il va se prendre des erreurs de retransmission. Il va redescendre en dessous. Et le temps qu'il se soit adapté, on a perdu pas mal de paquets et on n'a pas eu une transmission optimale. Voire on va s'être limité à une vitesse de transmission qui va être en dessous de ce qui serait possible. Avec l'algorithme BBR, en fait, l'algorithme va être capable de détecter très rapidement la vitesse du nœud le plus lent, finalement, du bottleneck, et adapter la transmission à cette vitesse-là. Et donc, on va avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et au final, une bien meilleure bande passante pour notre application. Et ça, du coup, c'est fait directement au niveau du noyau. Et cette fonctionnalité, avant qu'elle arrive dans Linux en standard, on peut toujours l'attendre. Un autre exemple, c'est la possibilité de faire du NAT 4.6, NAT 6.4. J'ai un cluster Kubernetes, par exemple, qui tourne avec des IPv6. J'ai un monde extérieur avec des IPv4. Le noyau Linux, lui, il ne sait pas faire ce genre de choses. Il nous faut des routeurs spécialisés pour faire ce genre de choses. Là, avec Cilium, on a implémenté deux algorithmes qui permettent de faire du NAT 4.6 ou du NAT 6.4, soit en stateful, donc avec des associations spécifiques entre les IP V4 et les IPv6, soit en stateless, avec un masque IPv6 qui va se mettre devant les IPv4 et permettre du coup d'avoir une translation automatique à chaque fois qu'on a une IP externe. Encore un dernier exemple, c'est BigTCP, donc qui est une implémentation TCP où on gagne énormément en IPv6 parce que ça permet d'avoir des frames plus larges et donc d'avoir des latences bien meilleures sur des gros volumes de données. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui va arriver dans le noyau Linux dans longtemps
et qu'on peut avoir dans Cilium à partir du noyau 5.19 si je ne me trompe pas, parce que les fonctionnalités d'eBPF nous permettent d'implémenter, de remplacer la stack TCP et donc d'implémenter cette fonctionnalité Big TCP directement au niveau des pods dans Kubernetes. Une dernière chose, c'est la possibilité de rediriger dynamiquement à travers un proxy L7 type Envoy, au lieu de faire des rebonds dans tous les sens à chaque fois qu'on va avoir un proxy par pod typiquement. Donc typiquement, traditionnellement dans un service mesh, on va avoir un proxy Envoy qui est injecté dans chaque pod et on va passer par la stack TCP/IP à chaque fois qu'on veut communiquer entre l'application et le proxy, entre le proxy et l'extérieur, etc. Avec BPF, on va pouvoir utiliser directement une approche qu'on appelle Socket Load Balancer, qui va simplement attribuer une socket au niveau du noyau et faire communiquer les programmes dessus. Pourquoi? Il n'y a pas qu'avec Envoy, simplement d'avoir deux pods sur la même machine. À un moment, on s'est dit, c'est un petit peu bête que ces pods passent par la stack TCP/IP à chaque fois. Ils ne savent pas qu'ils sont sur le même noyau. C'est quand même un gros intérêt des conteneurs, c'est qu'on est sur le même noyau. Et bien, avec Cilium, on peut dire, grâce à eBPF, on peut dire je sais que j'ai deux pods du même noyau qui veulent communiquer. C'est dommage de les faire passer par TCP/IP. On va les faire passer directement par une socket. C'est transparent. Les pods, ils y voient que du feu. Par contre, au niveau performance, on y gagne énormément. Allez, dernier point, la sécurité. Encore une fois, il y aurait plein d'autres choses à dire. Je prends juste quelques exemples de ce qu'on peut faire avec eBPF. Avec la sécurité, on peut faire quoi? On peut observer et manipuler des événements noyaux en temps réel. Donc c'est performant, c'est transparent par rapport au process. On a encore une fois les métadonnées qui sont disponibles puisqu'on peut les injecter dans des maps eBPF dynamiquement. Ça peut permettre aussi de corriger des bugs kernel à la volée. Ça nous est déjà arrivé de le faire pour certains clients. C'est-à-dire il y a un bug kernel qui est connu, soit un bug qui fait crasher la machine, soit un problème de sécurité. Si les événements BPF et l'expressivité d'eBPF le permettent, on va pouvoir bypasser cette partie du noyau et réimplémenter cette partie sans les bugs. Au final, là où ça nous amène de plus en plus, c'est vers une logique de micro-noyau qui n'a jamais été choisie pour Linux historiquement et qui pourrait permettre d'arriver à cette situation-là avec eBPF. J'y reviendrai. Et puis une logique de catch and kill, c'est-à-dire je veux détecter un problème et tuer le process. Alors les approches traditionnelles pour la visibilité et l'application de sécurité noyau, c'est ça, c'est soit je fais de l'instrumentalisation d'application ou du LD preload. Donc du LD preload, c'est je vais forcer mon application à utiliser mon implémentation des syscalls plutôt que l'implémentation standard du système. Alors ça marche bien, sauf que typiquement dans des clusters Kubernetes, souvent on fait, si on veut bien faire et qu'on veut avoir des programmes un peu efficaces, de plus en plus on fait du Go, on fait du Rust, on les compile en statique parce que finalement, quitte à avoir un conteneur qui est finalement un binaire statique, un artefact statique, autant avoir un binaire statique. Puis un binaire statique, on peut faire du LD preload dessus, ça fait absolument rien, donc cette méthode, elle marche pas. Deuxième méthode, c'est de faire du ptrace, c'est un petit peu violent quand même. On va tracer tout ce qui se passe dans nos process, essayer de détecter ce qui nous intéresse dedans. Le problème de ça, c'est au moins au niveau application sécurité, il y a les attaques de type talk-to qui permettent alors talk-to, c'est le fait qu'à un moment donné, un programme peut dire je vais appeler un appel système, je vais faire un appel système avec tel paramètre. Il précharge les paramètres, mais au moment où il appelle, il passe d'autres paramètres. Et ça, on ne peut pas le savoir au moment où on le voit avec ptrace. Donc, un programme malveillant pourrait bypasser les appels, l'appel système qui a été préparé avec les paramètres préparés au moment de l'appel. Donc ça, c'est pas bien. Alors évidemment, il y a des stacks noyaux qui existent. C'est LSM, c'est tout ce qui est à la base de SE Linux, sebcomp, AppArmor, etc. Ça, c'est très bien. Il y a même possibilité de rajouter des fonctionnalités BPF dans LSM à partir du noyau 5.7. C'est très bien. Après, ce qui manque, c'est un peu la partie métadonnées, c'est-à-dire mes connaissances des pods, etc. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais avoir directement au niveau de mon observabilité parce que je fais tourner du Kubernetes et que c'est important pour moi. Donc, la dernière approche, ce serait de faire un noyau Linux. Et ça, on ne veut pas le faire parce qu'au niveau sécurité, c'est pas génial. Donc, du coup, une solution, il y en a d'autres, c'est Tetragon. Tetragon va permettre... Donc c'est un programme pareil, open source au sein du CNCF, qui va permettre de s'attacher à plein d'événements différents. Alors toujours un fond jaune qu'on ne voit pas. Plein d'événements différents du noyau. Ça peut être l'exécution de process avec des execve.
Ça peut être plein de types de syscalls différents, ça peut être le file system, ça peut être la stack TCP, les namespaces, les cgroups, les devices réseau ou stockage directement au niveau des drivers, plein de choses qu'on peut collecter. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on va faire de la collection comme ça pour de l'observabilité, une chose qui coûte très cher, c'est de faire sortir les informations du noyau pour les avoir en espace utilisateur, parce que c'est là qu'on va faire du Prometheus, des événements, etc. On ne sait pas le faire dans le noyau, ça coûte trop cher. Et faire sortir les éléments, ça coûte très cher. Et là, avec eBPF, on a quelque chose qui est justement ces maps. Et ces maps, il y a différents types de maps. On peut avoir des smart collectors, des stack traces, des ring buffers, etc. Il y a plein de structures différentes. Et ces structures vont permettre de collecter les informations directement dans le noyau, de les stocker, de les agréger, de les dédupliquer dans le noyau, et du coup de ne faire sortir que ce qui nous intéresse. Donc si moi ce que je veux, c'est des métriques sur, je ne sais pas, le nombre de syscalls par seconde, par exemple, eh ben, je vais faire le computing le calcul de ma métrique dans le noyau, où c'est extrêmement efficace, et ensuite je vais uniquement faire sortir cette valeur à travers ma map, et ça me coûte quasiment rien. Donc là, on va avoir de l'observabilité à très bas coût, et surtout au niveau sécurité, on va pouvoir éventuellement bloquer l'exécution d'un processus si on n'aime pas ce qui se passe. Et là, contrairement au cas de ptrace, on va se retrouver un peu dans le même cas que LSM en fait, hein, mais contrairement au cas de ptrace, ce qui va se passer, c'est que mon programme va faire un appel système et mon programme BPF va récupérer cet appel et il va pouvoir décider de laisser le programme continuer ou pas. Donc on va pouvoir bloquer le programme avant qu'il ait pu faire quelque chose. Alors évidemment, il y a des cas où ça va pas marcher. Par exemple, s'il y a une faille dans le noyau qui exploite par exemple un buffer overflow dans le noyau, c'est possible que l'attaquant arrive à exploiter la faille avant même qu'on voit les conséquences de cette faille. Ok. Mais dans pas mal de cas, on va pouvoir dire, par exemple, si mon pod essaye d'abuser les droits qui lui sont donnés, essaye de sortir de son namespace, d'abuser de ses cgroups, etc., je veux killer le pod, ça c'est possible. Et puis, on peut aller très très loin avec ça. Vous imaginez un petit peu les possibilités, on n'en est qu'au début, de pouvoir programmer dynamiquement le noyau Linux. Encore une fois, ça va vers une idée de micro-noyau, de dire finalement, est-ce qu'on ne peut pas réimplémenter plein de fonctionnalités du noyau Linux sous forme de programme BPF, avec des cycles de développement beaucoup plus rapides, avec beaucoup plus d'indépendance entre les fonctionnalités, et potentiellement avoir un noyau qui par défaut sera beaucoup plus petit, et on pourra choisir les fonctionnalités activées dans le noyau sous forme d'eBPF. Donc, on peut aller vers de l'optimisation de performance I/O, j'en parlais un petit peu avant. Qu'est-ce qu'il y a comme travail? Le support de C complet, supporter 100% de C de manière safe, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas capable d'utiliser 100% de C parce que le checker, le verifier va bloquer sur pas mal de choses. Donc, un des travaux, c'est d'aller vers une expressivité complète. Le support d'autres plateformes, différentes architectures, différents compilateurs, et puis même différentes plateformes. Hein. Microsoft est en train de porter BPF sous Windows. Ils ont fait une démo en lançant l'agent Cilium sous Windows à KubeCon en avril dernier. Ça vous donne une idée un petit peu de l'intérêt que Microsoft peut avoir pour la technologie. Voilà, pour résumer, on va dire juste les principaux cloud providers aujourd'hui ont choisi de se baser sur eBPF. Alors pour donner une idée par rapport à Cilium, chez Google, GKE, le Dataplane V2, c'est du Cilium. Anthos, qui est en gros GKE on-premise, est basé sur Cilium. EKS Anywhere est basé sur Cilium. EKS, ça va venir bientôt. Et puis AKS, donc la partie Microsoft, l'a annoncé il y a un mois qu'ils avaient un Dataplane V2 basé sur Cilium. Donc tous les clouds qui jusqu'à maintenant avaient leur propre implémentation réseau pour Kubernetes sont en train tous de converger vers cette solution parce qu'ils veulent miser sur du networking et de la sécurité et de l'observabilité aussi basé sur BPF. Donc voilà, les trois grands, plus Alibaba qu'on ne cite pas parce qu'on est en Europe, mais qui est quand même un très gros cloud au niveau mondial. Et vous? Donc si ça vous intéresse, il ne faut pas hésiter à venir me poser des questions. J'ai de quoi répondre à des questions, j'ai des petits bouquins et j'ai des autocollants aussi si vous voulez. J'ai de la chance parce qu'il n'y a personne après. Juste un dernier truc sur les ressources. On a un podcast une fois par semaine que vous pouvez voir sur YouTube. Il y a à peu près 70 épisodes qui sont en ligne. Une fois sur deux, c'est en Europe, une fois sur deux aux US. Donc l'heure, c'est soit à 3h de l'après-midi, soit un peu tard le soir. Mais tout est accessible en ligne, sur BPF, sur Cilium, sur plein de choses qui tournent autour de ces technos. Donc vous cherchez Echo Cilium sur YouTube, vous allez trouver. Il y a une newsletter qui sort toutes les 2 semaines avec un peu toutes les news de la communauté BPF.
Et puis un channel Slack. Il y aurait plein d'autres trucs que je pourrais citer. On a des labs en ligne, on a plein de choses. Mais j'ai pas la place de mettre tout sur la slide. Wow, 18h10, magnifique. J'ai une question. Est-ce que il t'est arrivé d'avoir le cas, comment tu peux prévoir ou définir entre plusieurs traitements BPF qui sont du catch and kill et un contournement d'une faille du noyau, par exemple, Ouais. lequel va passer en premier, lequel sera prioritaire sur l'autre? Qu'est-ce qui se passe s'ils sont en conflit? Alors, Si tu en as deux qui sont dans ce cas-là, déjà ça cause un problème. Ouais. Imagine si tu as beaucoup de traitements BPF Effectivement. forcément tu vas tomber sur ce cas-là à un moment donné. Oui. Est-ce que ça t'est arrivé? alors moi, ça m'est pas arrivé. Après, tous les programmes s'attachent pas au même niveau dans le noyau. Donc s'ils s'attachent à des niveaux différents, bah, c'est le premier qui va récupérer l'événement. Sur le même appel système, hein. Je parle du même appel système. Alors si c'est le même appel système, personnellement je ne sais pas ce qui se passe à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est typiquement quand on déploie Cilium, lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va injecter ses programmes et il va bloquer la possibilité d'autres programmes d'injecter de l'eBPF, justement pour éviter ces types de conflits. Donc nous jusqu'à maintenant on part du principe que quand on déploie une stack BPF, on n'en déploie pas deux. Si on a des cas de clients, aujourd'hui j'en connais pas, qui veulent déployer plus. Si, j'en connais parce qu'on a des clients typiquement qui ont implémenté leur propre load balancer en BPF et qui veulent faire du Cilium. Et là on va bosser, on a des ingés spécialisés noyaux qui vont bosser dessus pour leur dire comment est-ce qu'il faut organiser les choses pour pas que ça clash. Moi perso je le fais pas. Ouais. Alors, j'avais une deuxième question. Est-ce que tu sais si sur kubeproxy, ils ont prévu de remplacer l'implémentation IPVS NetFilter par quelque chose basé sur du BPF? Il faudrait qu'il y ait des développeurs BPF pour ça. Je crois pas que ce soit le cas à l'heure actuelle. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'ils avaient déprécié la partie, le mode user space dans kubeproxy. Pour moi, c'est une invitation justement à passer sur une solution basée sur BPF pour avoir le même type de flexibilité sans passer par ipétable. Enfin, sans passer par ipétable en mode natif, quoi. Bon, merci pour la présentation, c'était très clair. Les eBPF Maps, c'est Oui. quoi physiquement, si j'ose dire? Et c'est stocké comment? Ça fait quelle taille? Alors, c'est quoi en gros concrètement? Il me semble que c'est des registres derrière qui sont gérés par le noyau avec simplement une API devant. La taille elle est fixe mais on peut la faire varier. Typiquement dans Cilium on a plusieurs maps qui sont utilisées, on a des métriques qui fournissent la taille de ces maps et qui fournissent le taux de remplissage de ces maps. Je donne un exemple parce que c'est une très bonne question, puisque nous on utilise typiquement des maps pour stocker les identités des pods et ces identités on les dérive des labels des pods. Donc un set de labels correspond à une identité. Donc des choses qui arrivent par exemple, c'est des gens qui veulent utiliser Cilium et qui font varier un label dans leur pod qui sert à rien, ni d'un point de vue service, ni d'un point de vue contrôleur de déploiement. Et du coup, ils se retrouvent avec plein d'identités et ils finissent par remplir leur map, parce qu'ils ont énormément de pods, hein, ils ont des milliers de pods. Ils finissent par remplir leur map pour rien, et en plus, ils perdent en performance parce que du coup, ils n'ont pas dédupliqué leur truc. Donc, justement, une des recommandations dans Cilium, c'est d'éviter d'avoir trop de labels. Et ces tailles de map, on peut les faire évoluer. Donc justement avec des métriques, on peut voir si la map est trop remplie et du coup faire un upgrade pour agrandir la map. Il n'y a pas a priori de limite en soi, c'est juste que les tailles par défaut sont fixées. Okay. Et ça survient à un reboot ou pas de la machine? Les maps? Non. Non, c'est live. Non, c'est vraiment lié, parce que eBPF, en fait, les programmes BPF survivent pas à un reboot, ils doivent être injectés en fait. Okay. Et donc c'est au moment où on injecte le programme qu'on va le lier à une map et c'est de la mémoire de travail les maps. Okay. Merci. Ouais. J'ai une question un peu provocatrice. Est-ce que le succès d'eBPF, ça fait pas que retarder l'inéluctable qui est qu'à un moment donné, l'operating system Linux est un peu vieux, désolé, mais ne supporte pas finalement les architectures modernes. Et deuxième question, c'est dans le cas où à un moment donné on va réécrire et penser plutôt SOC et déportation, quelle sera la place d'eBPF selon toi? Alors disclaimer, parce que je l'ai déjà dit, mais je suis pas développeur noyau.
Je pense qu'il y a des gens qui pensent que le noyau Linux il était déprécié au niveau architecture à partir de la toute première version, et ça fait quand même 40 ans qu'on l'utilise à peu près. Allez, pas 40 ans, 30 et à peu près, 30 ans exactement. Donc pour l'instant il est adapté. Alors je suis sûr d'un point de vue effectivement purement théorique et un peu puriste, on aimerait bien passer à autre chose. Le fait est qu'on a tellement de drivers, tellement de choses qui tournent autour de Linux, ça marche tellement partout que je pense pas que ce soit demain qu'on passe à autre chose. Est-ce que ça va ralentir l'adoption d'autres choses? Est-ce que JavaScript ça a empêché le passage à autre chose que les navigateurs web? Pour moi, c'est un peu le même type de question. C'est-à-dire, oui, effectivement, j'aimerais bien que tout le monde fasse de la scale, ce serait cool. C'est pas moi qui vais le faire parce que je sais pas en faire. Mais effectivement, il y a plein de choses qui théoriquement sont super. Faire du micro-noyau de base, faire du GNU Word si ça marchait, ce genre de trucs. Après, le fait est que dans l'industrie, tout le monde utilise du Linux. Et donc, si on peut améliorer cette stack-là et la rendre plus dynamique, la rendre plus performante, je pense que c'est quand même pragmatiquement ce qui a le plus de chances de se passer. Ça reste que mon avis. Et pour le futur d'eBPF, hein, tu le vois clairement prendre de plus en plus de place et quasiment remplacer des parties du noyau. Bah, remplacer, c'est déjà le cas parce que là, typiquement dans Cilium, on remplace des stacks TCP/IP par d'autres implémentations qui sont plus efficaces pour ce qu'on veut faire. Et je pense que c'est la direction que ça prend. On a des cycles de développement qui sont de plus en plus rapides. On ne peut pas faire rentrer toutes ces fonctionnalités-là dans le noyau Linux dans les temps dans lesquels on veut les faire rentrer parce qu'on veut avancer trop vite. Et donc pouvoir les injecter de cette manière-là, ça fait beaucoup de sens. Et eBPF, il évolue parce qu'au fur et à mesure qu'il y a des besoins d'expressivité d'eBPF, on fait rentrer des nouvelles fonctionnalités qui permettent de manipuler le noyau de nouvelles manières. Merci. Merci beaucoup.